Rachid Santaki pour Stay Tuned. Restez branchés. Est-ce que tu peux faire un petit clap sur n'importe laquelle? Tu vois toi? Non, j'ai pas vu. Tu vois, excuse-moi. Ah, il est caché. Ah si, il est caché, voilà. Caché. Ok, ouais. C'est pour ça. Tu me dis quand tu es prêt. Hein. Je suis prêt. Mais je vais regarder. Pardon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, nouveau numéro, nouvelle émission avec Monsieur Rachid Santaki. Comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Ça va très très bien. Le temps passe vite. Trop vite. On s'est vu en 2011. On s'est vu en 2011 et d'après ce que tu me dis, on s'est recroisés, on s'est croisés. Oui, on s'est recroisés dans la rue, mais pour Stay Tuned, c'était en 2011. Ouais, 2011, plus de 10 ans. Putain, c'est chaud. Et c'était à l'occasion de ton roman, oui, Les anges s'habillent en Kaira. Effectivement. Voilà. Et le temps est passé. Et j'entends plein de choses qui se créent, qui bouillonnent. Tu as continué hein, les romans? Bien sûr, bien sûr. Et j'entends aussi parler de dictée. Oui, roman, dictée et scénario aussi. Et scénario aussi. Scénario, c'était le plus laborieux. C'est le plus laborieux, mais c'est hyper riche. Donc effectivement, il y a ces 3 champs. Ouais. Et donc du coup là, la question c'est... Comment est arrivé ce projet-là de dictée? Parce que ça prend beaucoup d'ampleur. Oui. On en parle de plus en plus. Il y a France Culture aussi, notamment. Oui, la dictée, c'est un projet qui est né en avril 2013. La genèse du projet, c'est que j'ai été invité en tant que lecteur à Clichy-sous-Bois. De cette lecture de dictée où la dictée est un souvenir lointain. Je me retrouve à discuter avec un acteur associatif et on lance la dictée des cités, qui deviendra la dictée pour tous. On travaille 4 ans et demi ensemble et comme toute aventure, je quitte l'aventure. Et cette première phase était intéressante parce que ma démarche c'était de ramener la littérature dans les quartiers, puisque j'écrivais déjà des livres et j'avais déjà eu cette démarche. Et à travers la dictée, c'était une nouvelle porte d'entrée. Donc je suis loin de me douter, en tout cas quand je lis cette première dictée et quand je lance ce projet, que la dictée est finalement un enjeu de notre société. Pourquoi un enjeu de notre société? Parce que c'est la maîtrise de l'écrit et forcément de la lecture, l'apprentissage, et que la maîtrise de la langue, c'est ce qui nous évite d'avoir accès à la violence, d'avoir recours à la violence. La maîtrise de la langue, c'est ce qui nous permet d'accéder à la culture. La maîtrise de la langue, c'est ce qui nous permet aussi d'accéder au monde professionnel. Ouais. Donc voilà un petit peu ce que couvre ce projet de dictée, mais je ne sais pas tout ça. Ouais. Donc 4 ans et demi, j'arrête de dicter des cités et je me dis, je lance mon projet. Et mon projet, c'est Dictée Géante. Et la Dictée Géante, c'est forcément, tu as un divorce, donc chacun veut tirer la couverture du projet, mais en réalité, c'est beau parce qu'on a produit quelque chose de magique. Et quand je me lance dans la Dictée Géante, là, je commence à un peu structurer tous les souvenirs, l'impact de la dictée et la perspective. Et vraiment les grandes lignes pour répondre à ce que tu disais, cette histoire d'ampleur ou en tout cas de résonance, c'est qu'au départ, comme dans beaucoup de mes projets, quand je dis que je fais la Dictée Géante, on sait que j'ai fait la dictée, que j'ai quitté la dictée des cités. Forcément, c'est un peu... ça s'est pas bien terminé, la séparation s'est pas forcément bien faite. Et quand je dis je lance la Dictée Géante, on n'a pas conscience de cet outil. Et finalement, 4 ans plus tard, 4 ans et demi plus tard, donc ça veut dire la même durée de vie que la Dictée des cités, je suis super fier d'avoir un projet qui s'appelle la Dictée Géante, qui est un rendez-vous hebdomadaire sur France Culture, qui permet pour le coup de toucher plusieurs publics autour d'une dictée. Ça, c'est vraiment l'exercice radiophonique et digital, et grâce à France Culture qui a cru en ce projet. C'est aussi des interventions au sein de publics, en entreprise, dans les établissements scolaires, dans l'insertion professionnelle, et c'est des projets littéraires, projets audiovisuels.
Voilà un peu en gros, hein, je te donne vraiment les grandes lignes de ce projet. Et quand tu parles d'ampleur, en réalité, on est au début d'un projet qui va permettre aussi de réparer tous ces jeunes publics qui sont déstructurés dans le rapport à l'écrit à la lecture avec le digital. Ouais. Donc la dictée va avec le digital. Voilà, en gros, pour te... C'est vraiment de créer des passerelles justement entre l'écrit et le numérique, quoi. Exactement, exactement. Et pas aller... Alors, autre chose, mon constat aujourd'hui, c'est... je finirai avec ça, hein, sur la dictée pour pas non plus m'étendre, c'est que la dictée, c'est un exercice à l'école, soit tu étais bon, soit tu étais moins bon. Ouais. Mais en fait, le réflexe qu'on a, c'est si on était pas forcément à l'aise avec l'exercice, on va dire j'étais nul. Et on va se brider, on va se briser, et ça va te poser des problèmes. Alors, finalement, la dictée, c'est de se dire comment on en fait un outil ludique et qu'on le sorte de l'environnement scolaire. Et en le sortant de l'environnement scolaire, l'idée, c'est pas non plus en entreprise ou dans les autres écosystèmes ou environnements dans lesquels tu vas développer la dictée, de ne pas répéter le côté scolaire qui peut être mal vécu, mais c'est de trouver des solutions. Qui peut être fragilisant et qui peut être bloquant. Donc c'est comment on fait. Il faut savoir quand même que les enseignants aujourd'hui utilisent la dictée avec la dictée négociée, la dictée avec des erreurs, etc. Donc ils travaillent déjà, les enseignants, sur cet autre rapport à la dictée. Voilà un peu les grandes lignes de ce projet qui, comme tu le disais, prend de l'ampleur, mais il est au début d'une perspective assez impressionnante. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que du coup, on parlait d'ampleur, et il y a même une ampleur au niveau de l'espace. Oui. Parce qu'il y a monsieur Thomas Pesquet qui a fait une lecture. Ça a été une opportunité. Le musée de l'air et de l'espace du Bourget me contacte pour mettre en place des dictées. Je trouvais ça intéressant, mais pas forcément. J'étais pas emballé en fait. J'étais partant pour développer un partenariat et de se dire que le musée de l'air et de l'espace doit devenir un lieu où tu vas avoir des publics qui vont venir découvrir tous les métiers autour. Donc on était en discussion, et dans la discussion, le musée de l'air me dit et si on faisait une dictée avec Thomas Pesquet? Je leur ai dit oui, évidemment, c'est une très bonne idée. Et les choses se sont enchaînées assez rapidement. Un des leviers quand même important, ça a été France Culture. Parce qu'en ayant France Culture, une émission qui captait ce temps, un rayonnement, voilà, entre l'idée du musée de l'air, le travail de France Culture et puis mon côté ambassadeur de la dictée, ça a été un combo très efficace. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour cette première dictée de l'espace qui va dans quelques instants faire rayonner la langue française par-delà les frontières de la planète. Comment tu arrives à t'organiser? Parce que du coup, il y a aussi ce travail d'écriture, de roman. Une journée chez Rachid Santaki, elle s'élabore comment? Ma journée, elle est sous pression. Pourquoi elle est sous pression? Parce que si tu te souviens, quand on s'est parlé en 2011 déjà, je sais que je sortais enfin, je collais encore, hein, je collais des affiches, j'écrivais, j'avais un travail alimentaire, enfin, j'étais multifonction. Ça n'a pas changé. Et c'est vrai que je me mets la pression pour finir mes travaux avant je dirais les échéances qui me sont fixées. Donc j'ai T'as une longueur d'avance. Finalement, non, par rapport à ton échéance. Je me mets une pression. Je me mets justement une pression pour ne pas être un peu, tu sais, dans le format c'est le stress ou dernière minute, voilà, qui va me stimuler, parce que je trouve ça intéressant. Mais si tu as un peu d'avance, justement, c'est encore mieux. Donc j'essaie vraiment de bosser de manière à ce que je sois pas pris de court. Et la journée, c'est que je me lève tôt. Forcément, je vais mettre plutôt donner une place à l'écriture le matin parce que je suis frais. Ensuite, je vais enchaîner la journée. Soit je vais avoir des ateliers, donc ça veut dire que je vais aller sur le terrain. Et enfin, je vais finir avec des rendez-vous pour un peu assurer la continuité de nouveaux projets et écouter aussi. Et il y a aussi rencontrer des gens pour avoir de la matière sur la société et réfléchir à des projets d'écriture. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne chez toi, parce que je te connais depuis un long moment, hein, je te connais depuis l'époque du fanzine Five Styles, donc j'ai vu ton évolution, et c'est toujours
tu as toujours cette vision-là, quelque part. Non seulement tu as une vision, mais en même temps, ça se concrétise et ça avance. Ouais. Et c'est assez impressionnant. Parce que je suis tombé sur Wikipédia, et au niveau de ton cursus scolaire, on parle de bac pro comptabilité que tu n'as pas eu. Non, je ne l'ai pas eu, malheureusement. Comme quoi, si on n'a pas forcément une réussite scolaire de ouf, on peut quand même rebondir et faire des choses... Quel a été ton vecteur de motivation? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie, une soif. Bien sûr. Bah, je le dis souvent, la scolarité, j'encourage, comme je travaille beaucoup avec des scolaires, des étudiants, je suis obligé de les sensibiliser à l'importance des diplômes, du bagage, de la théorie. Maintenant, tu as la pratique. La pratique, rien, y a rien de plus concret que de faire, se planter, de réussir. Et même quand tu réussis, tu vas te planter derrière, etc. Donc c'est formateur. Les diplômes, pour moi, c'est important. Maintenant, j'en ai souvent rigolé. J'ai redoublé 48 fois, j'ai redoublé le CP, j'étais en 4e techno, je suis un survivant du système scolaire et de l'échec scolaire aussi. Mais non, c'est important. Après, en réalité, dans le fond, et c'est pour ça que je me connecte beaucoup avec les publics avec lesquels je vais travailler, quels qu'ils soient, que ce soit étudiants, que ce soit des gens en détention, que ce soit des scolaires qui sont un peu en décrochage, c'est que j'ai eu un parcours compliqué, car contexte familial compliqué. Divorce des parents, contexte violent, j'ai eu un placement d'AS à 10 piges, j'ai perdu mon frère à 18 ans. Ça a été très compliqué. Et pourtant, je suis quelqu'un qui va tout le temps rigoler, qui va pas me prendre au sérieux et tout. Mais derrière, il y a eu des moments douloureux. Et la seule chose, en fait, qui m'a permis de me stimuler et de pas pleurnicher sur mon sort, c'était de faire des choses. Ouais. Et à partir du moment où j'ai jusque mes 26 ans, j'étais là, je vivais au jour le jour et j'avais pas forcément de projection. Et le jour où je me suis retrouvé à travailler sur un site internet, lancer une revue, plus tard écrire des livres, etc., là j'ai commencé, ça s'est mis en phase avec ma vision. Et de me dire, en fait, me projeter. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, je vais te dire, tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai pas conscience, parce que je banalise les choses, que ça va être long. Mais le fait de dire, je vais le faire, quoi qu'il arrive, ce truc, j'irai au bout. Et c'est vrai que c'est important parce que tu concrétises un premier projet, alors tu vas te casser la gueule, non, mais tu vas y arriver. Deuxième étape, et c'est des levels en fait. C'est comme dans les jeux vidéo, quand tu dois te taper avec les boss, c'est exactement la même chose. La vie, c'est ça. Et plus tu vas réaliser de choses, et plus tu vas te construire, plus ça va te donner une épaisseur et ça va être constructif et constructeur. Donc ça a été ma manière de fonctionner. Aujourd'hui, je sais que j'ai 2 compétences. J'ai énormément de ressources. Tu me mets face à un mur, je vais l'escalader. Si je peux pas l'escalader, je vais le percer. Si je peux pas le percer, je vais le faire tomber. Tu vois, et c'est ça, c'est trouver une solution. Donc ça, cette ressource-là, je l'ai. Et après, il y a la rigueur, en fait, la régularité. Ouais, la constance, voilà, exactement. Et d'être régulier. J'ai ces 2 choses-là. Donc, si tu te dis, dans tes projets, tu prends ces 2 éléments, ça fait levier et tu avanceras. Et après, il y a un autre élément, faut jamais perdre... Je dis pour rigoler souvent la cosmo-énergie, je fais une référence à un dessin animé, faut pas perdre la cosmo-énergie. Dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, je dis privée, alors c'est la même chose, perso ou professionnelle, faut garder ta cosmo-énergie, donc ça veut dire qu'il faut éviter les coups durs. Et si tu prends des gros coups, calme-toi, récupère et redémarre. Ouais, pour avoir un regain d'énergie. Exactement. Faut pas tout donner, en fait. C'est important. Faut donner, mais faut donner avec justesse. Et à chaque leçon que tu vas recevoir, tire-en le bon apprentissage. Depuis le début du confinement, Rachid Santaki, romancier et scénariste, on propose aux internautes. L'inventeur de la dictée géante n'en est pas à son coup d'essai. Depuis des années, il organise des dictées XXL et sa formule spéciale confinement, fait un tabac. Ça t'arrive de te poser comme ça et de dire, tiens, je fais un focus sur ce que j'ai pu faire, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai pas réussi? Ou t'es toujours, je vais de l'avant, quoi? Ouais, non, franchement, déjà, j'ai pas le temps de me poser, de me dire, je le fais un petit peu en été,
Quand c'est le moment des vacances, c'est un peu la fin d'année scolaire, pardon. Non, mais peut-être le confinement, tu as peut-être aussi... Ouais, le confinement, mais tu sais, je parle sur la mécanique de prendre du recul, la question que tu me posais. En fait, elle a souvent lieu. Moi, mon moment, c'est encore lié à l'école. C'est la fin d'année scolaire. C'est un marqueur. Pourquoi? Parce que c'est la saison de foot. Je suis pas foot, hein, mais c'est la fin du championnat, la fin de la saison aussi en radio, en télé. C'est les beaux jours, c'est le moment où tu vas partir en vacances. Donc c'est mon marqueur. Et puis perso, c'était la fin d'année, c'était le moment fatidique. Est-ce que tu vas redoubler, tu vas passer? Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Donc c'est le moment où je finis cette ligne droite et après je regarde un petit peu et je réfléchis. Puis t'as le mercato pendant les 2 mois où tu vas te projeter. La fin de saison, c'est souvent le moment où je vais prendre un peu de recul, mais pas globalement, pas sur tout ce que j'ai fait, parce que quand je fais quelque chose, je passe à autre chose. Et je suis dans l'horizon. Je regarde l'horizon. L'écriture, du coup, est-ce que c'est quelque chose de routinier où tu dis, voilà, à tel moment, je me consacre à l'écriture, ou c'est vraiment quelque chose de continu? Non, l'écriture, c'est pas routinier, parce que la routine, je pense que c'est le début de la mort. C'est pas routinier. L'écriture, c'est toujours... c'est difficile. Ouais. Parce qu'en fait, tu te projettes, tu dis tiens, je vais écrire, etc. Mais tu vas avoir des événements, tu vas avoir des choses qui vont faire que ça va jamais être constant. Alors, ça va être constant, oui, régulier, parce que l'écriture, c'est tous les jours, forcément, entre la dictée où tu vas aller chercher des textes, entre un projet que tu dois écrire, entre les projets de scénario que tu vas lire, réécrire des scènes, les romans. C'est tous les jours. Mais ce n'est jamais linéaire. Ouais. Et j'aimerais que ce soit... je ne vais pas dire une routine, mais que ce soit plus confortable. Après, j'ai une petite fenêtre de tir, j'en profite, quoi. Donc non, c'est quelque chose c'est tous les jours. Même le week-end, tu es obligé d'écrire. Ouais. Et en faisant le fait d'être impliqué sur la dictée géante, ça te donne une rigueur supplémentaire, finalement, au niveau de l'écriture, non? Non, parce que la dictée, tu sais, c'est un rapport de lecture, de voix, de choix de texte, de rapport avec le public. C'est de l'événementiel. Ouais. Alors, il y a toute une partie avant la dictée et après, mais c'est de l'événementiel. Et là, tu n'as pas ta casquette d'auteur, c'est différent. Par contre, l'écriture pure, oui, là, tu es dans la matière, tu manies les mots, tu structures, tu manies les mots, tu construis quelque chose. Ok. Et je sais que toi, tu es un homme à projet, et je sais qu'il y a des choses qui vont forcément arriver là. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, ouais, c'est la dictée. La dictée, parce que je vais en faire un levier. Je parlais de société. Donc, j'ai ce rendez-vous sur France Culture, qui est un rendez-vous qui me plaît de plus en plus. Et il y a plein de choses à faire entre le rendez-vous radiophonique et des lieux. Je veux investir des lieux originaux et un peu improbables. Donc, la dictée. Puis après aussi faire... peut-être pas forcément beaucoup de dictées, mais de beaux rendez-vous. Donc ça, c'est par rapport à la dictée. Après, j'ai un livre sur la dictée qui est en cours. Voilà, il y a aussi des projets que je ne peux pas forcément dévoiler qui sont liés à l'audiovisuel. Concrètement, dans les mois à venir, actuellement, j'ai eu la chance d'être sollicité par Anne Landois, qui est productrice et showrunneuse, qui a travaillé 10 ans sur Engrenage, qui a également écrit et produit La Promesse. C'était une série sur TF1 qui écrit, donc nous sommes plusieurs auteurs et nous écrivons une série qui s'appelle 66.5 pour Canal+, justement. Donc c'est en développement, c'est un très beau projet. Bonjour, bienvenue dans notre société de production Sortilège. Je m'appelle Anne Landois, je suis scénariste et productrice. Si tout se passe bien, en tout cas le projet lui est programmé et j'espère que le tournage sera dans les mois qui arrivent. C'est une super aventure. Donc j'ai aussi cette rencontre qui est une rencontre inspirante, enrichissante et aussi un bel apprentissage de ce métier. Jusqu'à présent, le scénario, j'ai écrit plein de projets, je n'en ai jamais vraiment eu de concrétisé. Et là, ça avance, on est en train d'attaquer les épisodes de la
se profile la fin de la première saison du projet. Et tu vois, ça parle de prépa, tu passes dans la partie opérationnelle de l'écriture à la partie production du projet. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Et après, qu'est-ce que j'ai? Forcément de l'écriture. Je dois écrire un prochain projet pour Filature, qui est des éditions qui sont au sein de chez Dargaud, avec qui je travaille. Je travaille avec Alice Monéger, très belle personne et très bonne éditrice. Je suis Alice Monéger, directrice éditoriale des éditions Filature. J'ai un livre très perso sur Marrakech, sur les chauffeurs de calèche de Marrakech. Donc tu vois, il y a vraiment pas mal de choses et ça se fait, ça se construit. En fait, là, on parle des 2-3 prochaines années à venir. Donc c'est impressionnant d'être là avec toi, parler ici maintenant, mais de parler de 2022, 2023, 2024. Ouais. Mais ça fait partie aussi de cette mécanique, l'écriture, entre le moment où tu écris, il y a un laps de temps qui se... Voilà, la réécriture, l'exploitation du texte pour le commercialiser ou pour le mettre à l'image. C'est tout un process qui est hyper épanouissant, après qui reste d'abord avant tout du travail, mais voilà, c'est un moment de partage aussi. Au départ, lorsqu'on a fait, c'était une petite description, tu parlais de travail alimentaire. J'ai un travail alimentaire puisque je suis intervenant régulièrement autour de l'écriture et je vais aller en détention, je vais aller à la fac, je vais aller en entreprise où je vais parler d'écriture. Et pour moi, c'est quelque chose d'alimentaire. Oui, mais en lien avec ton activité. Mais en lien, effectivement, avec mon activité et surtout, c'est très cliché ce que je veux dire, mais c'est thérapeutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un intervenant qui va venir. Tu as une problématique. Alors, qui dit problématique, tu sais, c'est comme quand tu passes une thèse. Hein. Tu vas aborder un sujet et ce sujet, en fait, l'écriture doit être un levier pour avoir des éléments de réponse. Exactement, pour en tout cas connecter les gens entre eux. Donc dans différents environnements, connecter à eux-mêmes ou connecter en groupe. Donc c'est mon travail alimentaire et j'ai pas mal de demandes par rapport à ça. Donc c'est aussi un élément dont je t'ai pas parlé tout à l'heure dans les projets. Et c'est à la fois le moyen qui me permet d'être connecté, d'être dans la vie de tous les jours. Et d'être sur le terrain. Voilà, d'être sur le terrain et de ne pas être déconnecté. Parce que la problématique quand tu écris, c'est que tu es dans l'utilisation, de la création, tu utilises une matière, mais à un moment, comment toi tu vois ce qui se passe, comment tu vois les évolutions, comment tu côtoies les différents publics, que ce soit jeune ou moins jeune. Donc voilà, et ça, c'est ce travail alimentaire, il me permet ça. Et en même temps, c'est un apport. C'est-à-dire que de partager ce que je fais sans être perché, sans être en mode... sans sacraliser en fait l'écriture, mais en la vulgarisant et en faisant un outil au service de public, je gagne ma vie avec ça. Et là, on n'est pas sur le côté créatif ou création. C'est alimentaire, mais c'est un plaisir aussi. T'as des gens qui t'inspirent? Oui. Je vais te dire en premier lieu toi. Là, je te prends un peu, t'es à proximité. Merci. On s'est connus. Non, mais je te donne. Après, pour moi, l'inspiration, elle vient de tout le monde. Elle vient de la vie. Donc, quand je te cite, c'est pas pour faire beau ou pour faire le mec proche de toi, mais parce que l'émission que tu produis, parce qu'il y a tout l'aspect technique, la préparation, les prises de contact. Tu l'as vu là. Voilà, mais au-delà de ça, on se connaît depuis des années. Tu as été dans la musique, j'ai vu ton parcours et on en a parlé en off. C'est la rigueur, c'est un moment, c'est aussi un marqueur pour nous deux, pour tous les deux, on se retrouve, on échange, on se suit, voilà, donc ouais, ça m'inspire. Je vois, ok, la rigueur. Après, si tu me parles d'inspiration qui soit un peu poétique ou romanesque, tout à l'heure, je t'ai parlé d'Anne Landois. Anne Landois, ouais, je la trouve inspirante parce que c'est avant tout une scénariste, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, une travailleuse. Franchement, elle travaille énormément. Je me retrouve en tout cas à travers elle. Les gens que je rencontre en détention, parce que c'est des gens qui sont qui payent leur dette à la société. Alors, pas que je glorifie des gens qui sont en détention, mais je parle d'humains qui ont des ressources impressionnantes.
Donc voilà, après je te parlais, il y a certaines affaires pour moi, je trouve pas je coupe assez court, mais tu vois des erreurs de jeunesse, des gens qui vont essayer de se reconstruire, qui vont prendre conscience aussi de leur situation et essayer de se projeter, bah ouais, c'est inspirant. Donc tu vois, je pense aux enseignants en zone scolaire ou en détention, ou les enseignants qui sont aussi des amis en lycée pro, à la fac, voilà. En fait, en soi, tout le monde est inspirant. Après, à toi, en tout cas à moi, de voir, c'est mon travail aussi, d'observer, de capter, de voir un peu les cheminements. Tu te nourris de tout. Et ça fait partie de la curiosité. C'est un peu ce que je prône aussi quand je vais partager. Donc voilà. Après, dans les personnalités qui m'inspirent, quand je te disais le côté romanesque, j'en ai pas en tête, mais forcément, tu en as, quoi. Ouais. Quel est le regret qui te reste un petit peu en travers de la gorge, là, sans forcément réfléchir des masses, mais qui te vient comme ça, spontanément? J'ai pas de regret. T'as pas de regret? J'ai pas de regret. Ça n'existe pas chez toi? Non, j'ai pas de regret. Pourtant, j'ai fait tellement d'erreurs. Des gens en qui j'ai eu confiance, des gens à qui j'ai donné du temps, des gens que j'ai peut-être trahis aussi, hein. Ça peut être des regrets. Hein. Des gens avec qui j'ai coupé court, tu vois, pour équilibrer, pour pas faire le mec. Mais j'ai pas de regret. Je kiffe ma vie. Est-ce que je vis ma meilleure vie actuellement? Je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est intéressant ce que je suis en train de vivre. Et voilà, mais j'ai aucun regret, au contraire. Et même les casseroles, les prises de tête, les trucs, c'est de l'expérience. Okay. Tu sais, je dis souvent pour charrier, je sais plus c'est qui disait, c'est l'adage je ne perds jamais, j'apprends. Oui, j'apprends, oui. Des phrases. Soit je gagne, ou soit je... Non, c'est vraiment, pour moi, c'est je ne perds jamais, j'apprends, tu vois, c'est en gros, c'est un peu une phrase de, pour rigoler, je dis c'est une phrase de loser. Tu sais, c'est celui qui veut relativiser, qui veut relativiser le truc, Voilà, mais en réalité, je peux chambrer là-dessus, mais c'est vrai, en fait, il n'y a pas de... Oui, t'apprends, c'est un apprentissage. Et je dirais que tu ne gagnes jamais, en réalité. Aussi, ça peut être parce aussi... que c'est pas un match, c'est pas aussi oui, bien sûr que ça. Mais c'est peut-être aussi l'atteinte de ses objectifs, donc c'est une forme de victoire aussi. Ouais, mais tu sais, je vais te dire une chose. Les objectifs, c'est quoi? Quand t'es jeune, forcément, c'est pécunier. Tu dis quand t'es jeune, hein. Oui, c'est des phases. Et après, quand tu mûris, parce que tu te rends compte, soit t'arrives à créer de la richesse sans limite et tu peux perdre pied, ça c'est le risque. Soit tu n'y arrives pas. Et quand tu n'y arrives pas, bah, tu relativises. Tu dis, ok, quand j'étais jeune, je croyais que ça c'était simple, je claquais des doigts et la réalité elle est tout autre. Bah, tu vas relativiser, tu vas te rendre compte que l'argent, c'est pas ce qui va te faire, c'est pas ce qui va te rendre heureux. Après, l'argent, c'est un moyen. Voilà, mais c'est pour te dire, les objectifs ou ce qu'on va se fixer, il n'y a pas vraiment de réussite et tout. Enfin, c'est toi, comment tu vas être avec toi-même, c'est quoi ta tolérance, comment tu vas être juste. Est-ce que tu réussis à être juste avec toi-même? J'espère que je fais pas du Vandame, hein, parce que je parle non, mais moi ça me parle, être en phase avec soi-même. Voilà, exactement, être aligné en phase. Avec exactement, soi-même. Non, mais je comprends très bien, très bien. Après, voilà, nous c'est compris, c'est plus important. J'espère que les spectateurs aussi vont se comprendre. Ils vont comprendre, t'inquiète pas. Je vous invite à commenter aussi N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Sur cette idée d'être en phase avec soi-même, est-ce que vous partagez cet avis ou pas, ou est-ce qu'on doit réussir et que ça se traduise par de la richesse, par des chiffres concrètement? Elle est géante, cette dictée, comme vous, Rachid Santaki, bonjour. Merci, bonjour. Mais oui, grande taille et grande lunettes, comme à chaque fois. Parce que Rachid Santaki nous gratifie d'une nouvelle paire de lunettes quasiment chaque semaine, il faut le savoir. C'est pour mieux vous voir, mon enfant, ou en tout cas mieux lire cette dictée du jour. C'est marrant parce que tu as parlé de victoire, de réussite, et moi la question que je voulais te poser derrière, c'était quel est ton plus gros, ou ta victoire, ou dont tu es fier. Tu dis voilà, ça je l'ai fait, je suis content. Il y a plein de trucs dont je suis fier. Mais le truc comme ça qui te vient sans réfléchir. Alors j'ai plein de trucs. Les Anges Sabiancaira, 3000 affiches, les dictées, la dictée du Stade de France, la dictée sur France Culture, le rendez-vous. J'en ai plein, tu vois. Tu veux que je continue? Laisse pas traîner ton fils. Ah y est, là, n'ouvre pas le robinet. Non, mais je pensais que t'allais me dire un truc particulier, mais là tu m'as sorti tout le truc, quoi. Non, je vais dire un truc. D'accord, quelque chose qui a peut-être une petite ma famille. Ma famille, tu vois, c'est ma famille, je kiffe de ouf, voilà. Et on est loin de tous les projets, pourtant,
mais ma famille, je les aime, je kiffe, c'est beau, c'est riche, voilà. C'est ton socle, quoi. C'est mon socle et c'est important. Il faut maintenir ce socle, il faut consacrer le temps nécessaire faut partager des bons moments. Il faut être là aussi quand c'est pas évident. Donc, voilà, c'est tout ça. Et ma famille, effectivement, avec les difficultés, hein, parce que forcément, les familles, ça se déchire. T'as des séparations, t'as des années où tu vas pas parler, que ce soit à ton daron, voilà. Mais je te dis, la famille, c'est quelque chose de... Ce sont les aléas de la vie, ça fait partie aussi voilà, de notre vie. Effectivement, dans une famille, ça se déchire et puis ça se reconnecte. Et voilà, ça fait partie. Ou des fois, on se connecte pas. Hein. C'est aussi, ça fait partie. Oui, non, mais c'est une réalité. Hein. C'est vrai. Oui, non, mais bien sûr. Des fois, on se connecte pas, c'est vrai. Ou on se reconnecte pas, ou peut-être qu'on n'a jamais été connecté. Il y a aussi ça. Ça, c'est encore une autre... Ouais, je suis désolé, je t'emmène... Non, tu m'emmènes loin. Je sais pas de quoi tu voulais partir, de livre, de dictée, mais là, moi, je vais t'amener dans bien-être, équilibre, déséquilibre. Développement personnel, tout ça. Je suis même pas là-dedans. Mais en tout cas, tu l'es quand même. Oui, bien sûr, forcément. Tu l'es. Et finalement, parce que comme je te disais, c'est étonnant, parce que je te l'avais dit en off, mais... J'avais je regardais un petit peu ce que tu faisais au loin comme ça, parce que j'aime bien regarder, je m'informe, je suis observateur et je regarde, je me dis mais putain, depuis le départ, donc je vois ton évolution et je me dis mais ce gars-là il a quelque chose, j'ai l'impression qu'il sent les opportunités et je me dis mais c'est dingue. Tu dis que je suis opportuniste, fais attention. Hein. Non, je rigole, c'est pas péjoratif d'être opportuniste. Non, c'est pas ça, parce que je trouve que ce mot-là, opportuniste, il est mal utilisé. Oui, mais c'est positif, bien sûr. Mais non, mais bien sûr, saisir les opportunités. Opportuniste. Non, mais c'est bien parce que ça fait une rectification. Il y en a qui pensent que opportuniste, c'est effectivement mettre des bâtons dans les roues et essayer de réussir à tout prix. Ouais, mais non, en fait, je suis opportuniste et opportuniste, c'est quoi? Saisir les opportunités, c'est sentir les choses, c'est se positionner. Tu vois, ça n'a rien de négatif. Maintenant, pardon, c'était pour te dire. Non, bien sûr. On réduit ce mot, et tu vois l'importance des mots. Ce mot, on le réduit à des gens qui vont être là, attendre devant le but, le ballon il arrive, et puis non, mais c'est pas du tout ça. Les opportunistes, c'est très large. Non, mais toi, j'ai l'impression que tu es toujours là au bon moment. C'est pas que je suis là au bon moment. On s'en est parlé tout à l'heure. Ouais. C'est juste que tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé de projection. Ouais. C'est juste que je me projette. Et après, je tricote. Ouais. Mais en réalité, tu penses que je dors, mais je suis en train d'avancer. Ouais. Et au moment où ça se concrétise, je dis, ah ouais, merde, le mec, il est là. Ouais. En fait, j'étais en train de passer par les chemins. Quoi. Ouais, ou même d'avancer, parce que moi, je te parlerai de chemin. À un moment, tu as un objectif, il est là, tu vas cavaler, tu vas devoir grimper. Enfin, je te parlais de mur tout à l'heure. Tu vas avoir des difficultés. Mais au moment où tu vas arriver et que ça va se concrétiser, on va pas voir tout le travail que tu as effectué. Tu sèmes tes graines, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et quand tu vas semer, tu vas récolter. Et au moment, comme on n'est pas constamment en lien, mais que tu vas observer, tu vois les choses se concrétiser, parce que moi je vais communiquer dessus, donc tu vas dire ah ouais, il a fait ça. Ah bah c'est marrant, à chaque fois il match, mais en réalité on n'a pas l'occasion de se parler et tu te dises bah, tu sais, là je me suis planté, j'ai fait ça comme erreur, etc. Et je fais plein d'erreurs. Ouais. Tu vois, c'est aussi ça. Mais c'est important ce que tu soulignes, parce qu'en posant la question d'avoir l'impression que je suis là au bon moment, c'est qu'on se dit aussi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes quand j'interviens, je leur dis ne regardez pas un footballeur ou un rappeur ou une personnalité qui vous inspire en vous disant qu'il est arrivé, que c'est là. C'est qu'il y a des années de travail, il y a toute une vie de travail pour arriver à ça. Derrière. Et voilà. Donc c'est. Il y a des sacrifices aussi. Bah oui, c'est forcément de toute façon t'as des compromis, des concessions à faire, concessions qui vont être d'investissement de travail, des choses qui vont. L'engagement. Tu dois t'engager. Et l'engagement, il est total chez moi. Franchement, il est vraiment, il est puissant. Et c'est vrai que ça peut te donner l'impression de te dire ah ouais, le gars il réussit ce qu'il fait, mais en fait tu vois ce que j'ai réussi, mais t'as pas vu tout ce que j'ai raté, et voilà. Donc c'est important aussi de le préciser, parce que ça peut encourager ceux qui se disent, ceux qui sont dans cette voie. Ouais. Je suis cassé le délire là. Non, on a bien discuté. Le mot de la fin, ça serait quoi? C'est déjà fini. C'est ça, là. Ouais, non, mais attends, on a commencé à discuter. Le mot de la fin.
fin. Ah non, c'est violent, on n'a même pas... Attends, moi je croyais qu'on allait continuer à discuter, j'étais dit 6h30, là. Ah oui, tu m'as dit 6h30, je crois que tu m'as dit. Non, je déconne. Non, c'était, c'est beau en fait, ce que j'apprécie, c'est que c'est pas un échange sur une actualité précise. Non, parce que je sais que tu es quelqu'un de varié, et après je me suis dit, pourquoi pas justement surfer sur... Comme je sais que tu es entrepreneur, tu entreprends des choses, ça peut apporter justement des graines pour les autres. Et ça peut motiver aussi les autres à réaliser d'autres projets, à montrer aussi que voilà, tu fais des choses, tu te vautres, tu peux rebondir, tu peux réussir. Et voilà, ça crée une dynamique, quoi. Oui, bien sûr. Et je plaisante, mais c'est effectivement, je pense que c'est plus intéressant d'être dans la transmission à travers différents projets. Parce que c'est vrai qu'on a tendance en France à ne voir à vouloir compartimenter, alors qu'en réalité, nous sommes tous pluridisciplinaires, et d'autant plus que cette crise sanitaire, elle nous a amené à ça, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, on va avoir un autre rapport au travail, même si on revient un peu à la normale, on retourne au bureau, etc. Les choses, ça peut être des signaux que certains ont captés et qui vont les amener à composer autrement. Et donc, le mot de la fin ? Le mot de la fin. Le mot de la fin. Bah, j'espère que vous avez apprécié ce moment, surtout, et je suis curieux d'avoir vos retours. Et je partagerai évidemment sur LinkedIn. T'es très sur LinkedIn, toi ? En ce moment, je suis pas trop sur les réseaux, parce que je fais beaucoup de choses, mais je vais faire un effort. Mais sur LinkedIn, ouais, je trouve que c'est bien parce que c'est pro. Ouais, mais c'est parce que tu as peut-être aussi une mission pro. Ouais, et puis je trouve que tu rencontres des super personnes, des superbes personnes sur LinkedIn. Je trouve que c'est un réseau intéressant. Et après, tu as les gens de la vie, mais qui sont aussi des professionnels sur Facebook. Après, Insta, c'est encore autre chose. De toute façon, après, c'est de la rencontre. Je trouve que c'est génial, hein, ces réseaux aussi. Ouais, il y en a peut-être trop. C'est dur après de communiquer et puis il faut être stratégique. Mais en tout cas, c'est vrai que LinkedIn, pour le coup, et pour une activité pro, il y a des choses à développer, c'est bien. C'est super, c'est bien. Mais les réseaux sociaux, je pense que tu en as pour tous les âges, pour tous les usages. Et c'est ce qui est fort. Donc après, ouais, il y a des trucs où c'est peut-être plus pour nous, quoi. Ou pas pour nous. Bon, moi, en tout cas, j'utilise tout. Ok. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. J'espère qu'on va pas se revoir 10 ans après. Hein ? Bah, tu sais, il y a un adage, je l'ai pas en tête, mais tu sais, des personnes, tu peux ne pas les voir pendant des années. Oui. Il y a toujours ce oui, feeling. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Tu vois, c'est aussi... ça fait plaisir aussi de se voir, d'avoir cet aspect, ce marqueur. Dire, ah bah t'as vu, on s'est vu à tel moment, il y a eu telle évolution, les aléas de la vie, comment on a rebondi, c'est ce qu'on a fait en off, les gens ne savent pas. Exactement, ça ils savent pas, ça c'est dans les coulisses, c'est entre nous. Voilà, exactement. Mais en tout cas, je te remercie. Merci à toi pour ce moment. Ben merci pour le retour aussi, et puis bon vent avec tes innombrables projets. Okay. Et puis on se voit très vite. Merci infiniment, Olivier. Salut.